Bonjour à tous, dans la dernière vidéo je vous ai présenté le process Blur Exterminator. On va voir aujourd'hui comment le mettre en pratique sur nos images. Allez, c'est parti. Donc dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment appliquer efficacement le process Blur Exterminator à une image. Alors, comme je disais dans la dernière vidéo que vous avez peut-être regardée, sinon je mettrai le lien quelque part ici, je vous ai présenté en détail le process Blur Exterminator. On a vu qu'on avait moi en tout cas j'avais quelques, pas réserves, mais quelques points faibles qui pouvaient être identifiés, vraiment qui étaient très particuliers, mais que dans l'ensemble c'est un process qui donne d'excellents résultats, qui est très simple à mettre en œuvre, qui est très rapide, et qui permet d'évacuer l'opération de déconvolution et l'opération de réduction d'étoiles qu'on fait habituellement sur une image au stade linéaire, juste après le pré-traitement. Alors, au vu des performances de ce process, moi, à titre personnel, j'ai décidé de l'intégrer désormais dans mon process de traitement. Et c'est pour ça que on va faire une vidéo aujourd'hui qui va venir. Alors, ça consistera, on va reprendre là le plan pour mieux voir que j'avais fait pour la série de tutos vidéo. On avait commencé par la déconvolution et la réduction d'étoiles, dans deux opérations successives. Et je vous invite à aller voir les vidéos pour comprendre mieux pourquoi je le faisais dans cet ordre-là. Leur exterminator, donc pour le représenter vraiment très rapidement, hein, on va vraiment faire l'application pratique aujourd'hui, mais pour en redire deux mots, donc c'est un process qui permet de faire à la fois une opération de déconvolution avancée en modélisant des PSF dans différentes zones de l'image, plutôt qu'une PSF unique comme on a fait avec la déconvolution, et qui permet aussi de réduire la taille des étoiles. Donc une opération 2 en 1, qui est très simple à mettre en œuvre, qui est très efficace. Donc, alors le script est payant, ça coûte environ 100 $, mais bon, voilà, si vous l'avez, évidemment, vous avez intérêt à votre workflow de traitement plutôt que de faire une déconvolution et une réduction d'étoiles, ça me semble relativement évident. Donc dans le plan du process un peu général de traitement, on se trouve là une bifurcation, soit vous avez leur exterminator et vous pourrez passer par ce process, et si vous l'avez pas, ben vous pourrez suivre le parcours classique, on va dire, à la main, avec les différentes opérations de déconvolution, de réduction d'étoiles. Et dans la vidéo qui sortira derrière, on parlera de la réduction du bruit en linéaire. Dans cette vidéo, comme on aborde l'utilisation d'un process payant, on va faire du 2 en 1, on va faire à la fois Blur Exterminator et Noise Exterminator, qui est un autre script qui a été développé par Russell Croman, qui est payant également. Voilà, ça évitera de multiplier les vidéos et ça évitera de mélanger dans les différentes vidéos ce qui est gratuit, ce qui est payant. Voilà, on va essayer de ne pas mettre tout sur un même pied d'égalité. Si vous avez ces process, si vous les avez achetés, bah, tant mieux pour vous, très bien, et on va voir comment les utiliser. Et sinon, bah, on va réserver les vidéos, le parcours classique aux scripts qui ne sont pas payants. Alors sans plus tarder, on va passer directement sur PixInsight pour redire très rapidement un mot du process, les fonctionnalités et les réglages des options qui sont proposées. On va rentrer après dans le détail quand ça s'y prêtera au cours de ce tuto. Et pour une présentation plus exhaustive et plus complète, je vous renvoie à la vidéo précédente sur le test de Blur Exterminator. Donc comme je le disais dans la présentation, on a un nombre de réglages qui est assez limité par rapport à tout ce que propose le process, et surtout si on le compare, si vous avez vu la vidéo sur la déconvolution, vous avez vu qu'il fallait générer des masques, une PSF, régler plein d'options, de force, de niveau de layer sur lesquels on voulait travailler sur l'image. Pareil pour la réduction d'étoiles, faire des masques différents, utiliser des morphological transformation pour faire tout ça. Là, c'est vraiment Blur Exterminator qui va gérer un petit peu de manière générale le plus gros de tous ces paramètres, et il vous laisse à disposition certaines options que vous pouvez régler, qui se décomposent en trois grandes catégories. Donc les réglages sur les étoiles, les réglages sur le reste, ce qui n'est pas étoile, donc tous les objets non stellaires, les galaxies, les nébuleuses, etc. Et un volet d'options. Alors on repasse très rapidement en revue ce que vous pouvez régler. Dans Stellar Adjustment, donc les ajustements que vous pouvez faire sur les étoiles, deux choses à paramétrer. La première, Sharpen Star, qui permet de réduire, d'affiner la taille de l'image. Donc 0, vous ne touchez pas à l'image. Le maximum, 0,50, vous affinez de 50% les étoiles. Donc si vous êtes sur une étoile qui fait 4 pixels, elle en fera plus que 2. Par défaut, c'est à 0,25. Donc c'est quelque chose d'intermédiaire. Et vous avez la possibilité d'ajuster la taille des halos. Si vous avez des gros halos sur votre image, vous allez avoir tendance à plutôt réduire ce paramètre.
pareil jusqu'à -0,50, mais vous avez aussi la possibilité, par défaut il est à 0, vous avez la possibilité de le monter, donc d'étendre les halos. Alors, il y a on verra ça on verra ça comment l'utiliser, après concrètement sur une image, mais l'idée c'est la suivante, c'est que vous avez la possibilité de réduire les halos, ça c'est généralement c'est ce qu'on cherche à faire, mais le script, le process vous laisse la possibilité d'augmenter la taille des halos si pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de forcer un petit peu la réduction d'étoiles, mais que pour autant vous voulez pas vos étoiles, aboutissent à avoir un côté un petit peu artificiel. Un petit peu parfois, il peut y avoir des réductions qui vont avoir tendance à amener des étoiles un petit peu carrées, un petit peu déformées. Et ben, vous pouvez corriger ça en gardant la réduction d'étoiles que vous avez faite, mais en augmentant un petit peu le halo, ce qui va avoir tendance à lisser et à adoucir la forme des étoiles. Une autre possibilité d'utiliser cette fonction, c'est que si vous réduisez beaucoup, vous les tirez très fort sur la réduction d'étoiles, vous allez vous retrouver avec des étoiles qui vont être réduites à leur surface au centre. Et le centre, c'est là où il y a le moins d'informations au niveau de la couleur. Alors que la couleur, en général, le centre, c'est plutôt saturé au niveau de la luminosité, donc il y a le moins d'informations en couleur, et l'information en couleur est plus sur les bords, en périphérie de l'étoile. Et donc pour compenser cette réduction, bah, vous allez pouvoir venir monter un petit peu la taille du halo, ce qui va aider à garder des étoiles bien colorées sur votre image. Et les étoiles, tout en réduisant la taille des étoiles sur celle-ci. Et sur Non-Stellar Adjustment, donc tout ce qui est objet non stellaire, galaxies, nébuleuses, etc., aujourd'hui, on va pas du tout aborder, on va rester en automatique PSF. On va considérer, sur tous les essais que j'ai faits, sur les images du fond de ciel, personnellement, ça a donné des bons résultats. J'ai pas eu besoin d'aller réaffiner les paramètres en diamètre de la PSF. Ça, c'est réservé à des images vraiment où vous avez quasiment aucune étoile dans le champ et il va falloir aller modéliser une PSF, si possible avec le même setup fait sur une image différente, pour permettre de modéliser avec image PSF par exemple, et de retrouver la taille en pixels de votre PSF. Et à ce moment-là, vous pourrez l'introduire et ça fonctionnera comme si c'était une PSF qu'il aurait générée, à la différence près que là, il ne fera pas une PSF par zone, il fera une PSF unique sur toute l'image. Donc plus proche d'une opération de déconvolution habituelle. La seule option qui nous intéressera, c'est Sharpen non-stellar, donc l'amélioration, l'affinage des détails non stellaires. Voir jusqu'où on peut le pousser, si on peut le pousser à fond, si dans certains cas il faut le réduire, etc. Et puis enfin les trois options que je représente très rapidement. Correct Only, c'est pour effectuer uniquement une correction des détails mais sans les affiner, une correction des étoiles et ou des détails sans rien affiner de plus. Correct First ensuite, c'est pour réaliser une opération en deux temps. D'abord une correction, ce qu'on ferait avec Correct Only, et ensuite un affinage, à la fois pour les étoiles et pour les objets non stellaires. Alors on peut le faire en deux passes, l'avantage de le faire en une passe avec Correct First, c'est que ça sera globalement plus court que de faire les deux opérations séparées. Et ça donnera un résultat un petit peu meilleur. Et enfin la troisième option, Non-Stellar Then Stellar, pour simplifier, on va dire que ça consiste d'abord à bien distinguer ce qui est stellaire de non stellaire, pour ensuite faire les bonnes améliorations, les bonnes corrections, adaptés sur chacun des objets. Il y a des objets qui sont parfois un petit peu à la frontière des deux, certains, par exemple certains amas d'étoiles dans des galaxies, on ne sait pas si c'est une étoile ponctuelle qu'il va falloir affiner, prendre en compte comme objet stellaire, ou si c'est un objet non stellaire qu'on va juste raffiner, mais sans lui appliquer les affinages qu'on fait pour les étoiles. Donc voilà, pour certaines images de galaxies, ça peut aider, donc en fonction, vous pouvez l'utiliser ou pas. Et on va commencer tout de suite avec une image, une première image là que j'avais réalisée avec un télescope de 50 cm au Chili. C'est une photo de la nébuleuse de la Statue de la Liberté. Je vous avoue que je ne me rappelle plus son numéro de catalogue. Donc c'est une image qui est faite avec un bon setup, sous un bon ciel évidemment. On n'a pas de grosses déformations des étoiles, mais on voit qu'elles sont quand même un petit peu déformées dans les coins. C'est rassurant de se dire que sur des setups à plusieurs dizaines de milliers d'euros, on a encore des petits défauts de ce genre. Ça décomplexe un petit peu par rapport à nos propres instruments. On va revenir avec le process des valeurs par défaut. Donc par défaut, il vous propose 0,25. On touche pas au halo et on augmente fortement le détail des objets non stellaires. Alors, pour utiliser ce process, quelque chose qui est pas mal, c'est que vous avez possibilité d'exploiter la fonction preview. Donc là, je vais venir prendre une preview dans cette zone-là. Voilà. Et ensuite, vous pouvez utiliser le real-time preview du process. Alors, il faut mieux le faire sur une petite preview de l'image plutôt que sur l'image dans son ensemble parce que ça va prendre potentiellement beaucoup de temps à vous afficher les corrections en direct. Donc là, déjà, j'ai pris une petite zone de l'image
On voit que ça, voilà, ça mouline un petit moment. C'est plus rapide que de le faire sur l'image et de comparer, et vous pouvez ajuster en temps réel et voir le résultat, ce que ça donne. Par exemple, si je décide de tirer totalement les étoiles, il va recalculer un petit peu, quelques secondes, et puis il va me proposer la version avec les étoiles un peu plus affinées. Ça permet de gagner du temps pour trouver les bons paramètres sur l'image. Et puis ça permet aussi de visualiser plus rapidement les modifications en cliquant ici sur le bouton pour activer ou pas la preview. Là, si je la désactive, voilà, je vois immédiatement le résultat et le gain que je peux espérer avoir sur mon image. Alors attention quand vous utilisez cette fonctionnalité de Real Preview, de bien indiquer un niveau de qualité qui soit suffisant ici. Donc maximum, même smooth, voilà, comme ça vous avez le meilleur niveau de qualité. Et vous pouvez réellement apprécier ce que vous faites. Si vous configurez un niveau de rendu qui est un peu détérioré, ça peut donner des bons résultats parfois sur certains types d'images. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vision très précise, c'est juste pour avoir de l'information rapidement. Là, il faut mieux avoir un rendu quand même fidèle à ce qu'on va obtenir pour bien apprécier la précision des réglages. Alors, sur le premier paramètre, là, en l'occurrence sur cette image, on a un résultat déjà pour l'affinage, la réduction des étoiles. Même en le poussant à fond, on voit qu'on a des résultats qui sont très convaincants. On commence à percevoir quand même, par exemple, sur cette étoile qui est là, qui est fortement réduite, parce que c'est une des plus grosses là, de la zone, on commence à percevoir la création d'un halo un peu sombre autour. Alors là, clairement, c'est le signe qu'on a poussé un petit peu trop loin la réduction d'étoiles. En même temps, là, je l'ai mis au maximum. Donc voilà, mais pour l'avoir testé sur quand même pas mal d'images, même parfois en le poussant au maximum, on arrive à un résultat où il n'y a pas d'artefact et où c'est propre. Alors après, ça c'est comme le process marche très bien et est capable vraiment d'appliquer des bonnes corrections, même en réglant à fond les paramètres là sur ces aspects-là, c'est plutôt un réglage qui va dépendre de vous, de vos goûts personnels. Il y a des gens qui aiment bien réduire un peu les étoiles, mais pour autant qui n'aiment pas que les étoiles soient trop péteintes sur l'image. Donc là, ça va vous permettre, vous avez vraiment une bonne latitude pour jouer sur ce paramètre, faire une réduction un peu plus forte, un petit peu moins forte en fonction de vos goûts. Mais la vraie contrainte qu'il va y avoir là sur ce point-là, c'est si vous commencez à avoir des artefacts avec des zones un petit peu sombres autour. Alors dans ce cas-là, vous avez deux possibilités. Soit votre image, les étoiles n'ont pas vraiment de halo, ce qui est le cas de cette image. Je peux me permettre d'augmenter un petit peu les halos. Je vais les mettre à 0,20 pour l'essai. Donc là, il recalcule, il va me sortir le résultat. Donc, on constate que par rapport à l'image de départ qui est là, le fait d'avoir relevé les halos là, assez fortement, de plus 0,20, ça n'a pas du tout remis en cause la réduction d'étoiles. Mais par rapport à tout à l'heure, quand on avait laissé les halos à 0, on constate deux choses, c'est que les étoiles sont un petit peu plus douces, on va dire. La réduction semble un petit peu moins violente, même si elle est quand même très importante. Quand on fait la comparaison, là, on voit que les étoiles sont très fortement réduites. Mais pour autant, elles gardent un aspect plus doux, qui semble un aspect un peu plus naturel, tout simplement. On voit que la délimitation est moins marquée et que les étoiles ont moins un aspect vraiment très resserré. Il y a un peu plus de diffusion en bord et ça permet aux étoiles de garder un aspect gaussien, donc un aspect avec un peu en cloche au niveau de la luminosité, avec un centroïde qui est bien lumineux et des bords qui sont un petit peu qui vont en dégrader. Et donc ça peut avoir vraiment un intérêt, c'est un petit peu contre-intuitif de vouloir remonter les halos, mais ça permet vraiment, en jouant avec ces deux paramètres, en réduisant les étoiles même fortement et en augmentant un petit peu les halos, ça permet de garder un aspect plus naturel aux étoiles. Et on voit qu'en plus là, ça évite l'apparition de certains artefacts qu'on pouvait avoir avec les paramètres précédents. L'alternative, ça serait de baisser un petit peu, en disant bon on y allait un petit peu trop fort, on va baisser la réduction d'étoiles. Alors, compte tenu de ce que je viens de dire avant, vous pouvez commencer à vous douter que ça va être un petit peu moins satisfaisant. Pourquoi ça va être un petit peu moins satisfaisant? Déjà parce qu'on tire moins sur la réduction d'étoiles. Donc on va avoir des étoiles qui seront un petit peu plus grosses qu'en réduisant fortement et en rajoutant des halos. On va avoir une meilleure finesse d'ensemble en laissant la réduction d'étoiles un peu plus appuyée et en mettant les halos qu'en réduisant simplement la réduction des étoiles. Et puis deuxième désavantage, c'est comme je disais là, comme on a laissé les halos à 0, on va avoir des étoiles qui vont être un petit peu plus marquées, avec un centroïde plus présent, et qui auront un aspect un petit peu moins naturel. Donc là, si je compare avec la version initiale qui est là, on voit que ma réduction d'étoiles, elle s'est toujours bien faite,
Mais on a encore quelques petits artefacts qui peuvent apparaître, alors qui sont plus réduits là à 0,40 qu'à 0,50, mais on a une finesse d'étoile qui est un petit peu moins bonne que si j'avais laissé du 0,50 et remonté les halos à 0,20 comme tout à l'heure. Donc là, je vais appliquer ces deux paramètres différents sur deux images côte à côte pour qu'on puisse se rendre compte de la différence, parce que là, sur le Real Preview, c'est pas forcément évident. Voilà, donc là j'ai fait le traitement des deux images. Donc à gauche, c'est mon image avec 0,50 pour les étoiles et 0,20 pour les halos, donc plus forte réduction d'étoiles compensée par une petite dose de halos positive supplémentaire. Et puis à droite, c'est mon image avec juste la réduction d'étoiles un petit peu moins appuyée à 0,40 sans toucher au halo. Alors, si on les voit comme ça côte à côte, la comparaison n'est pas évidente, donc je vais les superposer. Donc là, c'est mon image à 0,40 et là, c'est mon image à 0,50 plus halo. Voilà. Donc ça se joue pas à grand chose, mais on constate que d'une part, les étoiles sur la version 0,40, elles sont un petit peu moins réduites que sur la version à 0,50. Et puis surtout, par exemple, autour de l'étoile qui est ici, on voit qu'on commence à avoir un petit artefact noir autour de l'étoile qui n'est pas du tout présent sur la version 0,50 et plus 0,20 de Halo. Je vais grossir un peu plus. Alors là, je suis à 200%, donc ça commence à pixeliser, mais ça permettra de se rendre un tout petit peu mieux compte, parce que là, ça se joue quand même sur des petites choses. Mais c'est des réglages qui sont importants à bien comprendre pour pouvoir après utiliser le process au mieux. Donc on voit des étoiles un petit peu plus fines sur cette version, et la version 0,50 plus 0,20 de Halo, que sur celle-là à 0,40. Des étoiles qui gardent un aspect un peu plus doux sur les bords que sur celle-là, et puis surtout, là on voit sur cette étoile, et sur cette étoile aussi ici, et peut-être même sur celle-là, on va voir, l'apparition de petits ronds noirs autour des étoiles, ce qui n'est pas le cas sur la version précédente. Donc voilà, c'est une petite comparaison vraiment pour se rendre compte de la manière d'utiliser ces réglages pour les étoiles. Alors vraiment, la limite, c'est si sur une étoile, vous commencez à avoir des cercles noirs autour d'une étoile, c'est que vous avez trop poussé la réduction d'étoiles. En quel cas, il faut diminuer la valeur de Sharpen Star ou augmenter la valeur des halos. Et ou augmenter la valeur de halos. Vous pouvez très bien faire les deux. Vous pouvez un petit peu réduire et augmenter la valeur des halos pour que ça marche sur les deux aspects et que ça donne des étoiles aussi bien réduites, mais avec un aspect un peu plus naturel. Et si vraiment vous avez trop tiré, il n'y a pas le choix, il faut revenir un peu en arrière et moins réduire les étoiles. Mais en tout cas, moi, sur les différentes images sur lesquelles j'ai pu utiliser le process, j'ai pas vraiment eu ce problème dont parle Russell Croman sur sa page, à savoir la création vraiment de cercles noirs autour des images, même en poussant les curseurs à fond, en essayant de réduire les étoiles au maximum, Sharpen Star à 0,50. Et par exemple, imaginons qu'on veuille réduire les halos à moins 0,50. Par exemple, je vais refaire le test là sur cette image. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, là j'ai appliqué le traitement au maximum, hein, donc curseur au max pour la réduction d'étoiles, curseur au max pour la réduction des halos. J'arrive pas vraiment à... Bon, je vois que c'est un petit peu violent, hein. La réduction d'étoiles est un petit peu violente par rapport à un traitement un petit peu plus mesuré, et puis là les étoiles vraiment disparaissent de l'image, donc c'est pas génial, mais si je prends une autre zone, dans la zone avec l'amas au milieu de la nébuleuse, je me rends compte que voilà, ça commence peut-être à être un petit peu trop, en sachant que là, la résolution de l'image ne permet pas vraiment d'apprécier. Mais en tout cas, j'ai vraiment du mal à créer de forts artefacts autour des étoiles. En dehors des plus brillantes, où on a vu précédemment que voilà, c'est déjà 0,50, ça commençait à être un petit peu too much. J'ai vraiment du mal. Et puis là, ça réduit vraiment les grosses étoiles à un centroïde de très très faible amplitude, et ça perd vraiment le côté... on voit là que si on pousse la réduction à fond avec la suppression des halos, on arrive sur un centroïde qui est vraiment... On a l'impression que l'étoile est vraiment une petite boule vraiment homogène en termes de luminosité. Ça tend à réduire vers un point, et c'est pas forcément ce qu'on cherche. On préfère avoir des étoiles qui sont plus progressives et qui sont plus naturelles sur le rendu final. Surtout les étoiles avec des aigrettes. Si vous avez juste un point très brillant au centre et des aigrettes, c'est pas très esthétique. Voilà. Donc, et même en tirant à fond, le process est quand même bien fait, parce que j'ai quand même vraiment du mal à générer des artefacts, alors que c'est ce que je cherchais à faire là. Donc, c'est plutôt pas mal.
Ça le fait quand même plus sur certaines autres images. Après, ça dépend aussi de la finesse de vos étoiles, ça dépend de la luminosité, ça dépend de plein de choses sur votre image. Donc c'est possible de générer des artefacts facilement sur certaines images, sur d'autres, c'est très compliqué. Donc là, sur ce type d'image-là, c'est-à-dire que vraiment, vous pouvez pousser vraiment la réduction d'étoiles et voir la réduction des halos. Je repasse juste sur mon image initiale, parce qu'on avait vu que dans les coins, c'était pas les étoiles n'étaient pas top top. Alors on a le process là, on va voir si ça a appliqué du mieux, sachant que là c'était la version 0,40 sur les étoiles. Est-ce qu'on obtient quelque chose de satisfaisant? C'est pas mal, on va dire comme ça, en tout cas à 100%, c'est plutôt pas mal. Si je me mets dans le coin en bas, c'est nettement mieux en tout cas. Bon là, la réduction d'étoiles a été un petit peu appuyée, donc ça donne des résultats qui sont bons, mais c'est plus l'effet de la réduction que de la correction à proprement parler. Donc ça, c'est un point après à aller apprécier hein, sur vos images, l'influence qu'a eu le process sur la correction d'étoiles. Donc ça, c'était pour la correction des étoiles. On va maintenant juste, pour le plaisir, regarder, on va se mettre en full et on va venir vérifier que le paramètre de réglage pour Sharpen dans Stellar 0,90, donc là qui est poussé assez fort, ne vient pas créer d'artefact. C'est surtout ça qu'il faut regarder parce que sur ce paramètre-là, encore une fois, en fonction de votre image, si vous avez un bon rapport signal sur bruit ou pas, vous pouvez vous permettre de tirer un peu plus ou pas. Donc, il faut apprécier vraiment ce paramètre, il s'apprécie en fonction des artefacts qui éventuellement peuvent être créés sur une image. Là, on voit qu'entre l'image initiale qui est à gauche et l'image donc corrigée avec le non-stellar à 0,90 et en plus la réduction d'étoiles qui vient un petit peu appuyer ça, on voit que c'est vraiment très bien géré et moi je vois pas vraiment d'artefacts sur l'image qui se sont créés. On a un bon rapport ciel sur bruit sur cette zone, mais même dans les zones de nébuleuses sombres, hein, le rapport ciel sur bruit est moins bon, mais qui sont bien contrastés, on a quand même une amélioration. On avait vu dans la vidéo précédente que sur certains exemples, certaines nébuleuses un peu obscures ou un peu lumineuses, ça pouvait ne pas être pris en compte. Là, on voit que ça a été bien pris en compte par le process. Donc, la réduction d'étoiles joue un rôle important, hein, on le voit dans l'appréciation qu'on peut avoir de l'image, cette sensation un peu de flou déjà qui disparaît avec des étoiles plus fines, et puis surtout les détails sont vraiment bien renforcés, il n'y a pas d'artefact visible sur l'image. Donc là, 0,90, on pourrait même se permettre de tirer jusqu'à 1 pour voir si on a des artefacts, mais voilà, on est déjà sur quelque chose de très qualitatif. On verra tout à l'heure une image où on peut avoir des artefacts qui sont créés, auquel cas, bah, là encore, il faut réduire la valeur de Sharpen dans Stellar. Au niveau des options, moi j'ai tendance à, sur les 25-30 images que j'ai faites, sauf à ce que vous vouliez avoir juste la correction des étoiles, la forme des étoiles, mais pas d'affinage, moi j'ai tendance à utiliser par défaut Correct First, qui donne, je trouve, de très bons résultats. On s'occupe d'abord de corriger l'aspect des étoiles, et dans un second temps, de réduire les étoiles et d'ajuster les objets non stellaires. Ça permet déjà de mieux retrouver certaines étoiles qui étaient un petit peu déformées, et puis ça permet d'avoir une application des autres paramètres qui est un petit peu plus fine. Voilà, moi je l'utilise un petit peu par défaut là, avec ce process sur mes... En tout cas, c'est récent, donc ça peut évoluer, et puis il y a déjà une autre version de l'AI qui est en préparation, donc on verra si ça conserve un intérêt dans les prochaines, mais en tout cas pour l'instant, moi je suis plutôt sur ce paramétrage-là. L'augmentation des détails est excellente. On peut prendre une autre zone pour vérifier un petit peu voilà, que ça n'apporte pas... Il faut aller comparer, c'est mieux d'aller comparer dans plusieurs zones de l'image hein, pour être sûr qu'on n'a pas de création d'artefacts. Alors là, à 100%, le gain est vraiment incroyable. Pas tant dans la zone de l'amas central qui est mieux résolue, mais c'est pas ça le plus impressionnant. Je trouve que le plus impressionnant, c'est vraiment dans les bandes de poussière qui sont ici, là, dans le bas de l'image. Si on regarde bien, ça ressort. On voit les petits filaments qui ressortent, beaucoup de détails, et toujours pas d'artefacts. Hein. Après, pour la forme, on peut aller vérifier sur le reste de l'image, dans le fond de ciel, etc. Mais on a vu dans la vidéo précédente que ça doit utiliser un système de masque, ce process aussi, pour localiser où est-ce qu'il faut appliquer les différents process, et que c'est très bien conçu, donc vraiment pas trop d'inquiétude à ce niveau-là.
On voit sur cette image que pour apprécier là vraiment, très finement les détails, la gestion des étoiles, on se retrouve dans certains cas un petit peu limité par la résolution de l'image. C'est-à-dire que là, je suis à 100, je suis en full à 100, mais ce que j'obtiens est tellement fin là, une fois que Blur Exterminator a fait son effet, que je serais même tenté d'aller, l'augmenter à 200 pour voir, pour vraiment apprécier s'il y a des artefacts. Voilà, c'est presque la seule manière d'aller apprécier là sur cette image s'il y a des artefacts, c'est de l'agrandir au-delà de sa résolution native. Alors c'est un petit peu dommage de faire ça, et on avait vu dans la précédente vidéo que j'avais quelques réserves sur certaines images traitées en Drizzle où, bah, le process marchait moins bien. Les étoiles étaient un petit peu moins bien modélisées, l'amélioration des détails était un petit peu moins bonne, il y avait quelques artefacts qui arrivaient au passage. C'est à noter quand même que sur certaines images avec un bon rapport signal sur bruit, quand vous avez fait un Drizzle, et ben ça donne quand même de très bons résultats, et on va voir ça maintenant. Alors pour bien s'en rendre compte, le mieux c'est encore de prendre une image Drizzle, et il se trouve que sur cette image-là, j'avais fait une version Drizzle, puisque le traitement, mon premier traitement, je l'avais fait sur la base de l'image en Drizzle. Alors, on voit déjà bien le gain, hein, quand même considérable, entre les deux versions. Je vais revenir à 100% pour bien apprécier, parce que là en tirant effectivement ça floute un petit peu tout, c'est quand même beaucoup mieux sur l'image de droite corrigée par Blur Exterminator. Qu'est-ce qui se passe sur une image Drizzle? Donc je les cale là, pour les recaler les unes des autres. Vous voyez qu'il y en a une qui est à 1/1, donc la full initiale, et une qui est à 1 sur version 50%, c'est la version Drizzle. J'ai appliqué donc les paramètres suivants sur la version Drizzle, extrêmement appuyés, hein, donc 0,50 sur les étoiles, moins 0,50 sur les halos, 0,90 pour le non stellaire, mais là c'est plus le non stellaire qui nous intéresse, parce que les étoiles, on voit que là le Drizzle n'a pas réellement d'impact, hein, c'est les mêmes limitations que ce qu'on a vu avant sur l'image 1 pour 1, et on pourrait calquer les mêmes réglages sur l'image Drizzle. Pour les objets non stellaires, en revanche, là, maintenant qu'on a une image Drizzle, on peut se permettre de zoomer donc 1 sur 1 sur la version Drizzle, et on peut la comparer à l'image initiale à 100%. Là, c'est vraiment flagrant, quoi. C'est-à-dire que il y a des on a presque l'impression que l'image n'a pas été faite avec le même instrument, en réalité. Sur une image, quand on compare une image Drizzle avec, une image, avec sa version non Drizzle, on note une petite amélioration en général sur les étoiles, on se dit qu'on va gagner un petit peu pouvoir gagner un petit peu de finesse, mais on n'a pas l'impression d'avoir gagné en résolution. Là, c'est vraiment manifeste. Alors, on va faire une comparaison honnête, on va comparer la version traitée par Blur Exterminator sur la version 100% et la version traitée par Blur Exterminator sur la version Drizzle, qui est à droite, et version 100% normale, à gauche. C'est quelque chose qui m'impressionne. En réalité, là, je suis vraiment impressionné parce que, en tant au niveau des étoiles, les étoiles, elles ont toujours, alors que j'ai pas, vraiment, bien, appliqué les bons paramètres sur l'image de droite, hein. Là, j'aurais dû faire du 0,50 avec des halos à 0,20 et pour retrouver des étoiles encore plus naturelles. Mais déjà, on voit qu'en ayant mis les paramètres à fond, on n'arrive pas à faire n'importe quoi. Ça, c'est quand même impressionnant. C'est les étoiles sur la version droite, elles sont très fines. Elles ont un aspect qui est, on pourrait l'améliorer comme on a fait tout à l'heure, mais elle garde un aspect quand même qui est très naturel, et c'est le jour et la nuit avec la version 100%. C'est-à-dire que la version 100%, là, bon, c'est pixelisé, on avait déjà beaucoup gagné par rapport à la version de base, hein, mais là, on a l'impression d'avoir vraiment gagné des détails et de la finesse sur l'image Drizzle. On a l'impression d'avoir gagné en résolution, ce qui est pas réellement le but du Drizzle. On peut espérer gagner un petit peu en finesse de détail, mais on n'a pas forcément le sentiment de passer sur un instrument supérieur. En général, le Drizzle, on le réduit en fin de traitement à sa taille initiale pour justement éviter de mettre en avant certaines zones un peu plus floues qui sont dues à l'agrandissement de l'image. Là, l'image en Drizzle telle qu'elle est là, à 100%, j'aurais presque envie de la traiter en Drizzle et de la laisser à 100% de la version Drizzle. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'on a la possibilité de doubler la taille de son image, de doubler en ayant obtenu des détails plus fins, en ayant mis en évidence des détails plus fins. Là, ici, là, dans les nébuleuses brillantes, et ici, dans les nébuleuses plus obscures, c'est vraiment flagrant. Si je prends une autre zone, par exemple sur cette zone-là, un petit peu en dessous, sur notre image de départ, là, du coup, je suis à 200%, hein, donc ça pixelise un petit peu, mais... Et là, sur ma version Drizzle, on voit que les petites bandes, les petits filaments de nébuleuses obscures qui sont là, ils ont un aspect totalement naturel. Ça fait pas du tout artefact, ça fait pas du tout surtraité.
On a gagné vraiment de la finesse, on a gagné de la richesse, on a gagné du détail, là, ici, dans la zone qui est là, sur toutes les zones de l'image. Sur toutes les zones de l'image, sur les contours, sur les détails, au sein là, de la nébuleuse plus brillante. C'est réellement très spectaculaire. Je fais une dernière petite comparaison là sur la zone de l'amas qui est ici. Pour montrer, hein, après, voilà, c'est pas quelque chose qui est localisé réellement sur une zone de l'image où il y a vraiment des détails. C'est le même constat là, ici encore. C'est génial, quoi. Enfin, là, c'est génial, c'est génial à tous les niveaux. Là, ici, il y a les détails là, dans la zone obscure qui sont très visibles. On a des détails ici qui ressortent très bien. Dans les nébuleuses plus sombres ici, là, c'est le festival, quoi. Ça a des détails absolument partout qui ressortent. Si on compare là la version déjà traitée avec Blur Exterminator, encore une fois, je rappelle, hein, c'est pas la version de base hein, de l'image. La version déjà traitée avec Exterminator, sur la version à 100%, regardez les étoiles. Elles sont bien rondes, elles sont bien. Et dans l'amas, là, ici, c'est juste parfait, quoi. On retrouve là, ici, on a l'impression qu'on a quelque chose de saturé avec des étoiles qui sont à différencier les unes des autres. Et là, on retrouve vraiment des étoiles bien ponctuelles. On a l'impression qu'on peut résoudre vraiment l'amas jusqu'au centre et on n'est pas loin de le faire. On gagne vraiment à tous les niveaux. Et là, encore une fois, je suis sur l'image déjà traitée avec Blur Exterminator. Je vais reprendre l'image d'origine, juste à 100%. Ah, c'est délirant, quoi. C'est délirant. Voilà. Donc, en fonction de vos images, avec le drizzle, parfois ça donnera de moins bons résultats. Si votre image a un suffisamment bon rapport signal sur bruit et que vous pouvez vous permettre de traiter réellement l'image en drizzle et d'appliquer Blur Exterminator à l'image en drizzle, ah bah, il faut vraiment se poser la question de savoir si vous n'avez pas envie de conserver votre image drizzle à 100% de sa taille en fin de traitement, sans la réduire à 50%. Parce que là, si je réduis cette image-là à 50%, je vais perdre du détail. Du détail que j'aurais pas sur la version traitée avec Blur Exterminator, sur la version full. C'est-à-dire qu'entre la version traitée avec Blur Exterminator, la version full à 100%, et la version traitée avec Blur Exterminator en drizzle, que je vais repasser à 50%, je vais aboutir à quelque chose d'à peu près équivalent, mais je vais surtout perdre du détail par rapport à ma version drizzle que j'aurais laissée à 100%. Donc ça ouvre vraiment des perspectives intéressantes, ça montre qu'on peut réellement travailler maintenant sur une image au double de sa résolution native. Donc ça ouvre des bonnes perspectives pour vraiment la mise en évidence de petits détails au sein des structures et au sein des objets. Donc ça, c'est excellent. En ce qui concerne l'ajustement du paramètre Sharpen Non-Stellar, donc l'ajustement de l'affinage des détails sur les objets non stellaires. Attention, on a vu sur l'image précédente que vraiment on pouvait tirer quasiment à fond, on n'avait pas d'artefact, on aboutissait à des résultats vraiment excellents. Il y a quelques objets qui s'y prêtent un peu moins bien. Là, si je prends, c'est une image que j'ai faite cet été de la nébuleuse, vous reconnaissez la nébuleuse du croissant, donc un objet sur lequel il y a beaucoup de très fins filaments à aller mettre en évidence, etc. Là, c'est pas une photo en gros plan, donc on n'aura pas la richesse de détails qu'on peut avoir sur une image un peu plus rapprochée de cette zone-là, mais là, c'est qu'une des 9 images d'une mosaïque voilà, que je suis en train de traiter et que j'ai pas fini. Donc, on est sur ce champ un petit peu global, mais qui va bien nous servir pour l'exemple là, puisque justement, on a beaucoup d'étoiles, on est sur un champ très riche, et on a un objet qui est pas alors hyper finement résolu, mais qui est quand même, voilà, qui est quand même bien détaillé, même si l'échantillonnage n'était pas énorme. Donc là, c'est mon image de départ à gauche, et à droite, c'est l'image sur laquelle j'ai appliqué ces traitements. 0,50 pour la réduction d'étoiles, donc très poussé, plus 0,20 pour les halos, pour compenser un petit peu justement avec les étoiles gardent une forme naturelle, et le paramètre de base, Sharpen Non-Stellar, à 0,90. C'est la valeur par défaut. Alors, quand on regarde l'image comme ça dans son ensemble, on constate toujours la réduction d'étoiles qui met en avant vraiment les nébuleuses et les draperies dans le fond de ciel. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la nébuleuse du croissant. Alors, on note déjà que sur l'image de départ, les étoiles sont quand même relativement peu présentes, hein, parce que là, on est avec un filtre H-alpha à 3 nanomètres, donc les étoiles restent quand même bien contenues. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le croissant. On va le laisser dans cette taille-là, mais je crois que c'est une image ça qui est en drizzle déjà, donc et on va voir ce que ça donne avec 0,90. Alors là, malheureusement, on constate tout de suite que voilà, on bascule dans l'excès. Là, tout ce qui ressort ici, il n'y a pas que du détail, il y a aussi des artefacts. On va prendre cette zone-là et on va venir comparer à 100%. Voilà, là, malheureusement, les structures qui sont là,
Euh, c'est pas terrible. Je le mets l'une sur l'autre pour comparer. Alors, on retrouve, on a une sensation d'affinage quand même très fort des détails, mais on a aussi le sentiment que ça commence, par exemple sur les très fins filaments, à devenir un petit peu n'importe quoi. C'est trop appuyé, ça commence vraiment à créer des artefacts qui sont assez prononcés et au final, l'image perd quand même son côté, le côté naturel, hein. Là, l'augmentation des détails est vraiment trop appuyée. Donc là, on voit, c'est sur certains objets comme celui-là, ça peut être problématique d'avoir un rehaussement des détails vraiment trop appuyé. On va venir faire une petite review et on va voir comment on peut régler ça. Assez simplement, hein, alors je vais décocher Correct First pour la preview pour essayer de gagner un petit peu de temps. Et on va venir régler les paramètres directement sur la preview. Là, je suis avec mes 0,90. On va voir ce que ça donne si on le baisse assez fortement. On va la baisser à 0,50. Donc là, en passant de 0,90 à 0,50, on constate quand même que ça a l'air un petit peu mieux. On va venir sur celle-là à côté pour avoir un point de comparaison avec maintenant à 0,90. Voilà. On voit tout de suite que c'est quand même nettement mieux. Là, ça semble mieux dessiné, mais sans aller dans les excès, dans l'accentuation vraiment à outrance des toutes petites structures très fines, qui a donné un aspect vraiment d'artefact un peu à l'ensemble. Là, ça reste très amélioré, mais avec un côté beaucoup plus naturel. On fait l'image de départ et l'image là à 0,50. Ouais, peut-être même sur cet objet se permettre de descendre un tout petit peu. On va descendre même à 0,40. Voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus propre. On gagne déjà énormément à 0,40. On a l'impression qu'on est obligé de réduire considérablement les valeurs. Mais en réalité, l'augmentation en détail, elle est déjà énorme. Là, on peut considérer qu'on est sur une valeur qui est correcte. On peut en profiter aussi pour régler un petit peu les étoiles. Là, on voit que 0,50, c'est vraiment beaucoup trop. On va remettre à 0,30 et baisser un petit peu l'augmentation des halos. On va les mettre à 0,15. Voilà, donc là, notre image de départ et l'image corrigée. On voit qu'au niveau des étoiles, on y allait un petit peu plus doucement, c'est déjà nettement mieux. Les étoiles, elles gardent un aspect déjà beaucoup plus gaussien. Et puis les détails sont bien augmentés. Alors on va garder ces paramètres-là pour l'image. Je peux quitter le mode ici Preview. Et je vais appliquer ces paramètres-là à une image et je vais les appliquer mais en cochant Non-Stellar and Stellar pour voir si sur cet objet-là qui pourrait vraiment avoir un intérêt, voir si ça apporte quelque chose ou pas. Voilà, donc là j'ai lancé le process uniquement sur cette zone de Preview pour éviter d'avoir un process qui met à peu près un quart d'heure à se faire, parce que l'image est assez grande là en Drizzle. Et donc là j'ai mon image de départ, mon image sur laquelle je vais appliquer les paramètres qui sont indiqués là à droite, et puis cette image où j'ai activé d'abord l'option Non-Stellar and Stellar. On voit que ça se joue à peu de choses. En réalité, ça modifie pas réellement les détails eux-mêmes. Il y a certaines étoiles qui sont un peu mieux pris en compte avec Non-Stellar and Stellar, mais c'est pas hyper flagrant, hein. Ça se joue surtout sur les petites, par exemple sur les petites structures qui sont ici. Si on compare les deux, on voit voilà, que dans un cas, il y a des choses qui ont été assimilées à des étoiles, et de l'autre, non. Ça a été vraiment, ça a été traité plus comme des nébules. Donc sur des objets de ce type, ça peut avoir un intérêt, mais ça se joue vraiment à pas grand-chose sur cet objet en tout cas. Donc à ce stade, il reste pas grand-chose à dire en fait de l'utilisation de Blur Exterminator au stade linéaire. On a vu comment corriger les étoiles, s'assurer que les étoiles dans les coins étaient bien corrigées, comment doser l'amélioration des détails sur les objets non stellaires, comment doser la réduction d'étoiles. Voilà. Après, il y a moi je vous conseille de garder le paramètre Correct First par défaut en première intention, et puis après de voir si ça donne pas de bons détails, vous pouvez toujours modifier, passer sur Non-Stellar and Stellar. Bon, voilà. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. C'est un process qui est très efficace, qui marche bien. On a vu que ça donne des effets très spectaculaires sur certaines images, même en Drizzle. On peut se permettre même de conserver l'image en Drizzle en taille totale sans le réduire à 50% au final. C'est vraiment excellent.
Et dans la foulée de Blur Exterminator, je vais dire un petit mot rapide sur le retrait de bruit au stade linéaire de l'image, en partant du principe que si vous avez Blur Exterminator, vous avez peut-être aussi Noise Exterminator, qui est un autre process de Russell Chromat. J'ai repris pour ça une image qui sera utilisée dans la vidéo sur la réduction de bruit, donc c'est la réduction de bruit uniquement avec les outils Photoshop, on utilisera plutôt MLT, TGV Denoise, mais là c'était pour montrer une comparaison aussi avec ce qu'on obtient avec Noise Exterminator. Donc là, c'est mon image de départ là, à gauche. À droite, j'ai appliqué un petit coup de Blur Exterminator avec les paramètres par défaut, donc 0,25 en réduction d'étoiles. J'ai augmenté un tout petit peu les halos à 0,10 et 0,90 en augmentation des détails non stellaires, mais sur cette image-là, qui est une image de la nébuleuse américaine en RGB, il n'y a pas énormément de détails. C'est une photo que j'avais faite à la PN il y a quelques années. Donc je vais l'agrandir un petit peu, comme ça on verra mieux. Je précise que cette image, hein, elle est bien en linéaire, hein, si j'ai pas fait dessus la calibration des couleurs, j'ai juste la repasser voilà, en STF pour qu'on puisse avoir des couleurs qui ressemblent un petit peu à quelque chose. Et puis je vais venir sélectionner une zone ici qui mélange un petit peu nébulosité brillante, fond de ciel, voilà. En sachant que cette image elle a été faite avec un APN non refroidi il y a 7 ou 8 ans, que sur celle-là il doit y avoir 1 heure et demie de pause, donc il n'y a pas énormément de pause, et que pour couronner le tout, j'avais pas dû faire de disring, donc il y a une légère trame qui vient polluer l'image. On verra que dans l'utilisation des process, que ce soit MLT ou TGV Denoise, on réussira pas à faire partir bien cette trame. Donc on va voir si Noise Exterminator s'en sort un petit peu mieux. Donc on le trouve pareil dans la liste des process à Noise Exterminator. Alors juste quelques mots très rapides dessus, parce que vous allez voir que c'est un process qui est ultra efficace, qui est très bien fait, et où il n'y a pas énormément de paramètres à gérer. En fait, en réalité, il n'y en a qu'un. Bon, sélectionner l'AI, ça, après en fonction de... Là, on en est à la version 2, moi j'utilise la dernière version. Et donc en ce qui concerne les paramètres eux-mêmes, en réalité, vous en avez deux. Le denoise, donc la réduction du bruit, que vous pouvez faire évaluer de 0 à 1. Donc c'est 1 étant évidemment le maximum de denoise que vous pouvez appliquer, et 0, vous n'appliquez pas de denoise. Par défaut, il est à 0,90, ce qui est souvent un petit peu agressif. Bon voilà, après, il faut venir le rabaisser un petit peu. Et détails, alors ça c'est pour l'augmentation des détails au passage et qui pourrait être affecté par l'opération de denoise. En général, il est à 0,15. Moi, je vous conseille de le laisser là. Avant que Blur Exterminator, il y en a qui essayaient de le monter un petit peu plus fort pour mettre en valeur certains détails. Comme ça a été fait avec Blur Exterminator juste avant, c'est vraiment pas la peine d'aller tirer sur les détails. Donc on peut juste mettre 0,15 histoire de dire que ça vient un petit peu corriger les défauts qui pourraient être perdus au passage par le denoise. Mais vraiment, soit vous le laissez à 0, soit vous le laissez à la valeur de départ, mais ça n'a plus vraiment d'intérêt de venir le pousser maintenant qu'on a passé Blur Exterminator juste avant. Là, j'ai pris une zone de preview, donc on va juste l'appliquer dessus, juste pour se rendre compte qu'à 0,90, c'est en général un petit peu violent. Voilà, donc là, on obtient une image, là, comparée à celle d'avant, on voit que la réduction de bruit a été appliquée de manière beaucoup trop intense, c'est dans le sens où c'est vraiment complètement lissé, là, y compris dans les zones de fond de ciel. C'est tellement lissé qu'on a réussi à faire complètement disparaître la trame qui était due à l'absence de disring. Alors ça c'est une bonne chose, mais par contre dans le reste, il n'y a plus aucun bruit, c'est totalement lisse, et c'est vraiment ce qu'on cherche en général à éviter sur une image astro. En tout cas, après on peut être plus ou moins fan des images totalement lissées, mais au stade linéaire, c'est un petit peu violent. Donc on va venir le descendre déjà à 0,50 et on devrait voir que c'est nettement mieux à 0,50. Alors, pour Blur Exterminator, on sait qu'il n'y a pas besoin de faire de masque, parce que le process gère tout très bien tout seul. Il détecte immédiatement, il détecte bien les zones de fond de ciel et les zones où il y a besoin d'appliquer un rehaussement de détail. Pour Noise Exterminator, c'est un petit peu la même philosophie, c'est-à-dire que vous pouvez presque vous passer de masque. Vous pouvez vous passer de masque, mais il faut bien avoir conscience que si vous vous retrouvez avec des zones de fond de ciel qui sont trop lissées ou des zones de nébuleuses qui sont trop lissées l'une par rapport à l'autre, ça sera mieux de recourir à un masque et de venir protéger l'image pour l'appliquer de manière plus localisée, en sachant que comme le process fait aussi lui la distinction entre fond de ciel et nébuleuse, ou zone avec du bruit vraiment où on peut se permettre de réduire et d'autres faut moins tirer, il faudra faire des masques progressifs. Il ne s'agira pas de faire des masques vraiment totalement noirs ou totalement blancs, il faudra faire des zones que toutes les zones soient prises en compte, mais plus ou moins, donc très progressif. Et on verra comment faire les masques dans le tuto justement sur la réduction du bruit au stade linéaire. Donc là,
Entre l'image de départ et l'image qu'on obtient là, c'est vraiment mieux. On a encore ce petit souci de trame qui persiste, mais c'est très compliqué d'éliminer une trame de 10 rings, à ce stade-là, hein, c'est quasiment impossible. Donc là, on obtient un résultat qui est satisfaisant. Dans la mesure où il y a cette trame, on va se permettre de le pousser un petit peu plus. Allez, on va le mettre à 0,65. Et puis, normalement, ça devrait améliorer les choses, mais on aura sûrement un lissage un petit peu trop important. Voilà. Donc, entre notre image de départ et l'image qui est là, on voit que là, c'est pareil, c'est bien propre dans la nébuleuse, hein, pour le coup. C'est pas trop lissé dans la nébuleuse. Ça a quasiment bien enlevé toute la trappe qui était présente sur l'image. En revanche, dans le fond de ciel, c'est un peu trop appuyé, ça commence quand même déjà à lisser et à faire un aspect un peu marbré à l'image. Donc dans ce cas-là, le mieux, c'est sûrement de réduire un petit peu. On va le passer à 0,55. Il faut trouver quelque chose qui soit acceptable là, à ce niveau-là, tant dans le fond de ciel que dans la nébuleuse. En sachant qu'il faut en garder un petit peu sous la main encore, parce que on pourra refaire une passe éventuellement au stade non linéaire de l'image pour vraiment finir de débruiter un petit peu l'image s'il reste des traces. Alors c'est un process pareil, ça vous pouvez envisager de le faire en 2 passes. Vous pouvez très bien faire un masque très protecteur sur le fond de ciel pour revenir à l'appliquer à la nébuleuse, quelque chose d'un peu moins fort, et inverser le masque et refaire l'opération pour lisser un petit peu plus le fond de ciel. Ça après c'est en fonction de vos images. Là, on voit qu'à 0,55, c'est un bon compromis dans le fond de ciel. Ça reste globalement correct. La trame a, pour l'essentiel, disparu. Et dans la nébuleuse, c'est très propre. Et on voit qu'on n'a pas vraiment affecté les détails. Les étoiles restent bien, commencent pas à prendre un petit côté flou au passage. Donc voilà, c'est un bon résultat. Voilà. Je le fais au passage avec Blur Exterminator parce que vraiment, Noise Exterminator, c'est très efficace au stade linéaire. Si vous l'avez, c'est sans doute le mieux de ce qu'il y a à utiliser, mais ça mérite pas qu'on y passe énormément de temps parce que comme il est très très simple à utiliser. Voilà, dans la grande majorité des images, là j'ai pris une image qui est un petit peu compliquée parce qu'il y a une trame, il y a beaucoup de bruit, etc. Dans la majorité des images, si vous prenez une image monochrome, ça va donner d'excellents résultats et très satisfaisants sans même faire de masque. Là, on pourrait optimiser les choses en faisant un masque, mais là, en le réglant finement, on voit qu'on arrive quand même à obtenir quelque chose de cohérent sur tous les niveaux de l'image. Donc si vous l'avez, moi je vous conseille de passer par ça. Ça vous fait 2 étapes. Blur Exterminator et Noise Exterminator, vous faites quasiment en 2 clics la déconvolution, la réduction d'étoiles et la réduction du bruit au stade linéaire, et vous n'avez plus qu'à passer sur la calibration des couleurs. C'est quand même plutôt pas mal. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. C'était bien plus court que la vidéo précédente où on avait dit beaucoup de choses sur leur exterminator. S'il y a des choses là à l'issue de cette vidéo que voilà, vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo précédente qui est vraiment où on rentre dans le détail du process de ce que fait Blur Exterminator avec beaucoup d'exemples dans lesquels ça marche moins bien, etc. Là, c'est vraiment la mise en pratique, et la mise en pratique, évidemment, elle est globalement assez simple. Et pour Noise Exterminator, bon, c'est le petit bonus, mais c'est vraiment extrêmement simple à utiliser. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. On repassera sur la branche classique, on va dire, du traitement, avec la réduction de bruit en linéaire, avec plutôt MLT, TGV Denoise, et ensuite on abordera la calibration des couleurs au stade linéaire. Voilà, à bientôt. Allez, salut.